Bienvenue dans La Colle. Vous êtes curieux ? Vous avez soif de comprendre le monde qui vous entoure ? Alors, vous êtes au bon endroit. Si comme moi, vous pensez qu'on n'a jamais fini d'apprendre, La Colle est faite pour vous. Sans se prendre au sérieux, je vous propose à chaque épisode de partir ensemble à la découverte de nouveaux horizons, d'idées et de profils inspirants. Je suis Pierre Barrault, j'ai créé, édité, produit ce podcast. Je suis également directeur général du campus Orléans de l'ISC Paris, école de management, membre de la conférence des grandes écoles. Mon mantra ? Vis comme si tu devais mourir demain, apprends comme si tu devais vivre toujours. Je suis preneur de tous vos commentaires, suggestions, remarques. Ils sont tous les bienvenus. Pour me contacter, pierre@lacolle.fr. Et si vous aimez la colle, partagez-la avec tous vos amis. Diffusons le savoir. Allez, c'est parti. Bonne écoute. Chers amis, bienvenue sur ce nouvel épisode de La Colle. Aujourd'hui, on va parler management, on va parler leadership, on va parler connexion avec le cinéma, avec ce concept de héros modernes. Enfin voilà, autant de sujets aussi passionnants que nous allons aborder avec Olivier Fournoux. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors, Olivier est maître de conférences à l'école à Télécom. À Télécom Paris, voilà. Qui est parti maintenant de l'Institut Polytechnique de Paris. Voilà. Donc, ça pose son nom, ça quand même, avec et on l'a vu dans des épisodes précédents, une habilité à diriger la recherche. Donc, ça veut dire que voilà, on va parler aussi ici de recherche et on doit remercier ici Julien Billion qui nous a mis en connexion parce que, alors, si j'ai bien compris, Julien est un de tes doctorants, c'est ça, Olivier ? C'est ça, exactement. Donc en gros, t'es un peu son boss de thèse. Oui, sauf que Julien est déjà docteur en sociologie et donc de ce point de vue-là, on est plutôt des égaux, mais il souhaite faire une thèse en gestion. Et donc c'est vraiment quelqu'un avec qui on travaille en recherche la main dans la main. Donc non, je ne dirais pas que je suis son boss. Ok, mais je pense que je l'avais bien compris comme ça. Alors. Olivier, pour mieux comprendre ton parcours, à la base, tu es diplômé d'HEC, donc tu es passé par la grande école HEC après une prépa, c'est ça ? Oui, c'est ça. Il y a très longtemps maintenant. Hein. Ah oui, ça commence. On a tous les deux quelques heures de vol. Mais alors, ça a été quoi le chemin pour arriver jusqu'à être enseignant-chercheur ? Alors, c'est un chemin qui ne va pas tout à fait toujours en ligne droite. Je pense que je suis un peu un spécialiste du pas de côté. D'accord. Déjà à HEC, lorsque j'étais à HEC, j'étais passionné de théâtre et de mime. Et en parallèle de mes études à HEC, j'étais dans une école de mime à Paris. Donc j'avais une mobilette et je faisais le trajet 2 fois par semaine pour suivre les cours de mime. D'accord. Et en parallèle, je faisais du théâtre sur le campus d'HEC. Donc là déjà un peu un pas de côté, disons, par rapport aux études classiques d'HEC. Lorsque je suis sorti d'HEC, j'ai assez vite, après 1 ou 2 ans dans les études économiques, rejoint une start-up, donc une toute petite entreprise où on était au départ 3. Donc j'ai rejoint le fondateur de la start-up et on a connu un petit peu toutes les grandes phases de la vie de l'entrepreneuriat, puisqu'on est passé en quelques années de 3 à une quarantaine de personnes. Oui. La Caisse des dépôts a pris une participation chez nous, donc c'était quoi le sujet ? C'était presse professionnelle et conseil dans le domaine des nouvelles technologies de communication. D'accord.
Et donc la filiale de capital risque de la Caisse des dépôts a pris une participation. On est devenu une société anonyme. Je me suis retrouvé actionnaire et directeur général social nommé par le conseil d'administration. Okay. Et donc voilà, j'ai connu un petit peu cette vie pendant 7-8 ans de l'entrepreneuriat, avec une phase très ascendante jusqu'à la première guerre du Golfe à l'époque. Ah oui, ça date quand même. Hein. Ouais, première moitié des années 1990. Et ensuite, suite à la crise résultant de la guerre du Golfe, pendant 3 ans, une phase beaucoup plus de difficultés. Ouais. Et ensuite, après cette phase, disons classique pour un HEC, j'ai souhaité me concentrer sur ce qui m'avait passionné dans ce travail de direction générale d'une start-up, c'est-à-dire les relations humaines. D'accord. Parce que d'une certaine façon, que ce soit la résolution quotidienne des problèmes quand on a eu des difficultés au moment de la crise, ou que ce soit en phase ascendante, le moindre chiffre dans le moindre tableau Excel résulte d'interactions, de discussions, de négociations. Tous les ans, on avait des discussions avec les commissaires aux comptes, évidemment, parce qu'on était une société anonyme. Eh bien, le moindre chiffre qui consistait à essayer de mettre dans les actifs des frais de développement, donc de valoriser les actifs immatériels quand on crée de nouveaux produits, eh ben c'était le résultat de relations humaines, de négociations. Oui. Et donc, après cette expérience assez fondatrice pour moi d'entrepreneuriat, j'ai souhaité travailler plus en réflexivité sur le sujet justement des relations humaines. Donc j'ai repris en parallèle d'un travail de consulting indépendant autour de la formation à la négociation, oui, à la direction d'équipe. J'ai repris des études alors d'abord de philo de la communication, donc j'ai fait une licence, une maîtrise et un DEA où petit à petit, je me suis spécialisé en philosophie de la communication. Tu avais quel âge quand tu es redevenu étudiant? C'était, de toute façon, je travaillais à temps partiel comme étudiant, hein, donc j'ai pris mon temps. Je travaillais en parallèle pour gagner ma vie, mais j'avais 35 ans, je pense, grosso modo, quoi. Et il se trouve qu'à un certain moment, j'ai eu la chance d'être recruté. J'ai eu la chance d'être recruté à Télécom Paris sans avoir encore de doctorat. D'accord. Sur la base de mon expérience professionnelle et sur la base que j'avais en cours des études, des reprises d'études. Et donc, une fois que j'ai été en poste à Télécom Paris comme enseignant-chercheur, j'ai passé un doctorat en sciences de la communication, mais avec ce confort, évidemment, que représente la possibilité de passer un doctorat en ayant déjà un poste. C'est hyper confort. Oui. C'est hyper confort. Alors, en revanche, ce qui n'était pas confort, c'est que j'avais 15 ans de retard par rapport à mes petits camarades dans le milieu académique, puisque j'ai quand même passé une thèse, à plus de 45 ans, et puis mon HDR à plus de 55 ans. Donc, évidemment, là, on peut pas avoir retour. Ouais. T'es un peu senior, mais comme il y a du track record avant, ça vient alimenter la qualité de la réflexion, on va dire ça comme ça. Oui, et puis une certaine liberté aussi pour travailler vraiment les sujets qui me passionnaient. Et donc vraiment, ce sujet des relations humaines, je suis très heureux aujourd'hui vraiment de pouvoir l'explorer à travers des pistes qui m'enchantent. Alors justement, il y a un point intéressant sur sur cette logique. En tout cas, l'appréciation d'un héros moderne, ou peut-être une injonction quelque part à l'héroïsme. D'ailleurs, tu as commis un ouvrage qui est tout récent, qui s'appelle Le Nouvel Héroïsme, puissance des imaginaires, avec et tu mets en exergue des choses qui pour moi sont frappé au coin du bon sens, mais en même temps c'est une vraie révélation quand je l'ai lu. C'est un certain nombre d'injonctions paradoxales qu'on a aujourd'hui dans notre vie professionnelle. C'est-à-dire qu'on doit être à la fois avec les autres, c'est-à-dire travailler avec les autres, mais en même temps on est dans des logiques de compétition aussi. On doit
et ça c'est tout ce qu'il y a autour du développement personnel, investir sur soi et creuser profondément en soi, alors même qu'on est censé être des animaux sociaux, et avec les réseaux sociaux encore plus, j'en passe et des meilleurs. Et puis, autre injonction paradoxale, on nous dit que il faut quand même respecter un certain nombre de règles, alors même que tous les toutes les affiches que je vois passer autour du management et du leadership me disent think outside of the box, etc. Comment t'en es arrivé à faire ce chemin jusqu'à finalement pointer du doigt ces injonctions paradoxales? Alors, les 6 critères que tu viens d'énoncer et résumés de manière extrêmement claire résultent d'un gros travail empirique et inductif. D'accord. C'est-à-dire que au départ, le point de départ, du reste aussi du mot héros, le point de départ, c'est que je donnais de nombreux cours à Télécom pour le corps des mines, et aussi dans le cadre d'un MBA santé à l'université de Dauphine, des cours de leadership. D'accord. Et comme très anciennement, comme je te l'ai dit tout à l'heure, à HEC, je prenais des cours de théâtre, ouais, et que je faisais partie d'un cours de mime, et qu'ensuite, il se trouve que j'ai monté des spectacles qui ont été joués 5-6 semaines dans des théâtres, que donc j'avais cette familiarité, j'ai fait des courts-métrages aussi, cette familiarité avec, disons, le détour par le cinéma et par le théâtre. Dans mes cours de leadership, une fois à Télécom, j'ai utilisé le cinéma pour exemplifier des scènes de management ou des scènes de relations humaines. Ok. Et à un certain moment, je me suis rendu compte que dans le monde, de nombreuses personnes, des profs à Harvard, des consultants, utilisaient aussi le cinéma pour enseigner la négociation ou le leadership. Mmh. Et je me suis rendu compte à un certain moment que nous avions tous des titres de films très différents. Nous avions tous notre collection de films fétiches pour enseigner grosso modo les mêmes choses. D'accord. Et donc, à un certain moment, je me suis posé une question de chercheur, c'est-à-dire je me suis dit, est-ce que finalement, n'importe quel film américain, d'action, ne marcherait pas pour enseigner le leadership ou les situations de négociation? Ok. Et donc, je me suis dit, pour prouver en recherche cette hypothèse, il faut prendre un gros corpus, c'est-à-dire de nombreuses références de manuels de leadership et de développement personnel appliqués au monde du travail, et un gros corpus de films de cinéma, et essayer d'annoter de manière très inductive, sans hypothèse de départ sur quels vont être les critères qui vont remonter, essayer d'annoter cette grande quantité de films, j'en ai 500 que j'ai annotés, et cette grande quantité de manuels de leadership, j'en ai plus de 200 maintenant, j'ai commencé à les annoter pour voir s'il n'y avait pas des conduites communes, structurelles, à ces deux mondes, c'est-à-dire le monde de la fiction et du cinéma, et le monde des traités de management. Déjà, chapeau bas, parce que pour avoir lu 200 bouquins autour du leadership, faut avoir la foi quelque part. Oui, mais j'ai mis 10 ans, donc et puis les films de cinéma, je le regardais le soir avec ma femme, et puis après je prenais mes notes, donc c'était un plaisir aussi, le cinéma. Donc ça a pris quand même du temps jusqu'à ce que ce bouquin auquel tu faisais allusion sorte le 15 janvier dernier, donc il y a un mois. C'est quand même 10 ans de travail. Donc j'ai pris mon temps. J'avais d'autres chantiers en parallèle. Sinon ça aurait été vraiment tout à fait indigeste de le faire comme ça en un an ou en 2 ans. Je comprends. Mais donc les 6 critères que tu as énoncés sont remontés de ce terrain en essayant d'avoir finalement la substantifique moelle ou la structure permettant de décrire les conduites de réussite aussi bien dans le monde du management que dans le monde des héros de cinéma. Mais ton constat aussi, c'est justement que le héros de cinéma, il y a une vraie association entre le héros de cinéma et
le manager, le héros manager, on va dire, je sais pas comment on peut l'appeler, sachant que modulo peut être une chose qui est que les curseurs sur le héros de cinéma, tous les curseurs sont au maximum sur le héros de cinéma. Oui, alors donc là il y a plusieurs points que tu soulèves. Alors d'abord, il y a que le cinéma pour les élèves et probablement aussi pour les managers qui baignent dans la même culture, la culture populaire du cinéma américain, ce que le cinéma offre, c'est au fond une incarnation crédible de ces 6 critères poussés à leur maximum. Effectivement, c'est ce que tu as tout à fait clairement énoncé. Le cinéma, un petit peu comme une mythologie dominante aujourd'hui, montre que c'est possible d'arriver à incarner en même temps, de manière presque concentrée, ces 6 critères. Et le cinéma, en plus, montre des héros qui incarnent ces 6 critères, mais qui sont pris en permanence dans des interactions avec les autres. Là aussi, il y a quelque chose de très proche de la vie réelle, c'est-à-dire que le cinéma est un art relationnel où des personnes dialoguent et n'inventent pas des systèmes relationnels qui n'ont pas cours dans nos sociétés. Alors évidemment, dans nos sociétés, il n'y a pas de revolver, mais il y a des rapports de force. Oui. Et les interactions autour des rapports de force, de ce point de vue-là, sont régies par les mêmes lois dans le monde de la fiction et dans le monde du cinéma. Et un deuxième point sur lequel je souhaiterais rebondir après ce que tu m'as tendu comme perche, c'est que il y a et ça je l'ai découvert en cours de recherche, une très abondante littérature de recherche dans le monde du business qui fait des parallèles entre le cinéma et le management. C'est pas moi, c'est pas uniquement les profs qui utilisent le cinéma parce que ça offre des scènes paradigmatiques de relations humaines. C'est aussi toute la littérature de recherche qui fait cette espèce de recherche conjuguée des bonnes pratiques du côté de la réalité, du management, et du côté du cinéma. Donc d'une certaine façon, je m'enquille dans cette littérature de recherche, mais en apportant un point de vue plus structuraliste. Et c'est ce que j'ai défendu dans un article de recherche qui est paru dans le Journal of Business Ethics, qui est une revue très très réputée dans le monde du management, qui s'appelle The Hero Leader Matrix, et qui d'une certaine façon a vraiment défendu de manière très pointue cet apport de recherche plus structuraliste sur quels sont les critères qui permettent de décrire tout film de fiction et toute situation de management en termes de conduite relationnelle, en termes de relations humaines, qui était le point, moi, qui me passionnait déjà dans la vie des entreprises lorsque j'ai eu cette expérience d'entrepreneuriat. Et justement, de ça, c'est quoi les leçons qu'on peut tirer autour de la notion de leadership? Alors, il y en a beaucoup, évidemment, mais par exemple, probablement que il n'y a pas de leader naturel. Le leadership et sa réussite dépend toujours d'une interaction entre les autres et soi. Quand ça marche, c'est que l'interaction fonctionne bien, et quand ça ne marche pas, c'est pas qu'il y a une responsabilité d'un côté ou d'autre, c'est qu'il y a une interaction, une relation qui à un certain moment n'a pas pris ou a connu des chaos. Donc d'une certaine façon, il y a un enseignement du côté de l'épreuve de l'interaction, de l'épreuve aussi des situations. C'est-à-dire que il n'y a pas pour moi de recette absolue et qui marche à tous les coups dans le domaine du leadership. Il y a d'abord une bonne analyse des situations de leadership, c'est-à-dire qui j'ai en face, dans quelle situation, avec quelles contraintes, avec quel passé, avec quels objectifs pour le futur, avec quelles personnes, dans leur personnalité, avec leurs qualités, leurs défauts, mais aussi ses propres qualités, ses propres défauts. Il n'y a pas de leader qui n'a pas de défauts. En revanche, les leaders ont à se connaître eux-mêmes avec leurs faiblesses, leurs vulnérabilités et évidemment avec leurs forces. Mais ça, c'est une question à nouveau,
d'interaction, de relation mise à l'épreuve, je dirais, à chaque nouvelle situation, chaque nouvelle négociation, chaque problème rencontré. Donc ça, c'est un premier enseignement. Un autre enseignement, et ça, je vois bien quand je travaille avec des leaders un peu expérimentés, mais aussi avec mes élèves qui viennent avec des situations de travail rencontrées, par exemple, en stage. Eh bien, il y a toujours, finalement, à choisir entre des critères en tension. Donc, c'était les 3 paradoxes que tu relevais avec les autres et en compétition avec les autres. Très bon dans ses passions, son investissement intérieur, mais très conscient aussi de la dimension sociale des rôles que nous jouons. Très dans une forme de construction des cadres, mais en même temps avec une certaine capacité à passer hors cadre, voire à faire voler en éclats certains cadres. Eh bien, ces critères en tension, le leader aujourd'hui, évidemment, peut-être à l'inverse des héros de cinéma, ne peut pas être bon en permanence sur les 6 critères tout le temps. Donc, il y a aussi une certaine conscientisation de là où telle situation va appeler plutôt telle qualité, là où tel problème va plutôt nécessiter telle priorité sur tel des critères de la matrice du héros. Ça veut dire qu'on peut se déplacer dans la matrice en fonction du contexte et du temps. Absolument. Et pas uniquement en fonction de sa personnalité. Il y a aussi une dimension peut-être là plus liée à la personnalité de chacun ou de chacune, qui est que nous sommes, je pense, les uns et les autres, plus ou moins à l'aise sur certains des critères. Et donc, évidemment, il y a à être encore meilleur là où on est déjà à l'aise sur tel ou tel critère, et avoir conscience des critères sur lesquels il y a peut-être à travailler, progresser, tirer parti parfois d'échecs, parfois de difficultés, parfois de feedback que les autres peuvent nous renvoyer pour devenir meilleurs sur ces critères-là. Nous sommes moins à l'aise. Et là, je dirais, il y a toujours à progresser. Oui, de toute façon, moi, il y a un truc qui, quelque part, me dérange un petit peu, c'est cette idée de manager héros, avec tout ce que ça a derrière, et c'est pas des termes qu'on entend si peu souvent, hein. Il y a des termes guerriers. Alors oui, ok, c'est un héros parce que quelque part le manager il est un peu dans une quête du Graal. On entend des choses comme ça. Enfin voilà, il y a un principe de management qui dit créer des héros à chaque rôle ou chaque position dans l'entreprise. Je sais pas, déjà la disposition du héros versus le reste de l'entreprise, c'est pour moi un héros c'est un peu solitaire, et c'est peut-être antinomique avec l'idée de groupe autour de l'entreprise. Enfin voilà, c'est toutes les réflexions que ça m'amène. Alors donc c'est des objections que je reçois assez souvent de la part de mes élèves. Ah, c'est bien. Ou de la part de managers que je rencontre. Moi, je suis pas complètement à côté de la plaque alors. Complètement. Et cette objection, je me la suis faite aussi à moi-même. Alors, le mot héros m'embarrasse un petit peu aujourd'hui. Le mot héros vient de ce que il y avait ce corpus de cinéma. Donc ça vient effectivement du monde du cinéma. Mais pas que, c'est-à-dire que la référence explicite à l'héroïsme est assez fréquente dans les traités de management américains. Donc c'est pas que le cinéma, c'est aussi les traités de management américains. Et quand le mot héros n'est pas employé, il y a quand même, je pense, aujourd'hui, tu en conviendras, tout un discours et des images assez permanentes de surpassement de soi, de devenir toujours meilleur dans des situations toujours plus périlleuses ou difficiles, jusqu'à parfois se mettre en danger. Toute la thématique du burn-out parmi les cadres et parfois parmi les meilleurs, parmi les cadres. Toute cette thématique-là peut justifier aussi quand même que je conserve ce vocabulaire de l'héroïsme. Néanmoins, dans le bouquin qui vient de sortir, je varie un petit peu la terminologie, c'est-à-dire que j'essaye de me décoincer, de me défaire un petit peu de ce poids du mot
héros, et je parle de matrice de l'équilibre, avec cette image que finalement, comme un funambule sur un fil, il y a à maintenir en équilibre entre des injonctions paradoxales, même pour des personnes qui ne sont pas forcément à se projeter dans des formes d'héroïsme. Je parle aussi de la matrice des injonctions paradoxales, justement pour mettre en lumière plutôt la tension entre les critères de réussite. Et je parle aussi de matrice de l'équilibre, justement pour pas trop uniquement me focaliser sur cette notion de héros et aller un peu plus vers des figures qui m'intéressent, de travail ordinaire d'une certaine façon. Ouais, alors après tu retomberas dans le héros de l'ordinaire, hein, mais c'est encore autre chose. Oui, bien sûr. Et c'est une réalité aujourd'hui culturelle. Moi, je suis un fervent consommateur de podcasts. Tu as plein de podcasts qui vont je sais pas si ça se dit, mais héroïser les entrepreneurs, par exemple. T'en as un qui est super connu, qui s'appelle Guerre de Business, voilà, où on te fait Guerre de Business. Ouais, Guerre de Business, Business Wars. C'est un podcast américain qui a été traduit en français, etc. Et où il y a tout un storytelling qui enfin, tu peux écouter ça vraiment comme un feuilleton. Et moi, moi qui aime l'entrepreneuriat, l'entreprise, etc. J'écoute ça vraiment comme un feuilleton, comme je pourrais regarder une série Netflix. Donc il y a tout ce décorum aussi qu'on met autour et de l'entreprise et aussi surtout peut-être aujourd'hui de l'entrepreneur. Maintenant de ton approche, ton étude, est-ce que on peut tirer une conclusion qui est qu'aujourd'hui quand même, on est dans un monde qui est dominé par un modèle américain ou par une américanisation de nos modèles? Oh, oui, je pense que 50 ans de domination des universités américaines et des sociétés de consulting américaines et tout le monde du développement personnel qui vient, le terme en anglais c'est self-help. Évidemment que tous ces canaux de diffusion viennent plutôt des États-Unis et diffusent évidemment dans le monde entier. Et cette figure de tout le monde entrepreneur, oui, par exemple sur les réseaux sociaux ou à travers des formes d'entrepreneuriat qui peuvent être assez solitaires, le développement du freelance, cette idée de tous patrons, tous PDG, tous industriels, ces figures-là de l'entrepreneuriat et de la réussite individuelle viennent d'une culture à la fois capitaliste, libérale, démocratique, ou d'une certaine façon, je dis pas que tout vient des États-Unis, mais il y a évidemment une circulation au sein des grandes démocraties développées occidentales. Tu vois ça dans alors justement cette corrélation, tu penses qu'on pourrait la reproduire sur d'autres grandes industries cinématographiques, je pense à l'Inde par exemple, ou typiquement en Asie, tu penses qu'il y a cette même corrélation? Alors là, c'est vraiment un domaine où je ne peux pas répondre, au sens où je n'ai pas dans mon corpus de films indiens. Tu t'es pas fait tout Bollywood par le détail? Non, et je ne suis pas rentré encore, mais là c'est une piste de recherche, peut-être quelqu'un que je pourrais encadrer comme doctorant pourrait s'y jeter sur cette piste, mais je ne suis pas rentré dans la littérature qui travaille sur l'interculturel en management. Ouais, d'accord. Donc non, là je ne peux pas répondre sur cette question. Et donc à la question que pose ton livre, qui est est-ce que le 21e siècle sera héroïque ou pas, c'est quoi la réponse finalement? Alors là il y a une question qui me préoccupe, disons en dehors des enjeux de leadership et de management, ouais, plus à un niveau sociétal. Ouais. Puis je vais t'amener sur Trump tout à l'heure, donc prépare-toi. Alors bon, là on reviendra au management et à la politique, mais c'est vrai que les défis d'aujourd'hui, par exemple la transition écologique, la chute de la biodiversité, le réchauffement climatique, peuvent être des terrains
d'héroïsation. Du reste, dans la presse, il y a assez souvent cette notion de green hero, de héros vert. Tout l'entrepreneuriat vert peut être aussi l'occasion de mettre en piste des héros qui, d'une certaine façon, peuvent se projeter comme sauveteurs du monde en péril. Donc là, il y a un côté héroïsation face à des catastrophes potentielles. Et en même temps, là où il y a une tension, moi, qui m'interroge beaucoup, c'est que ces problèmes qui sont systémiques, qui sont globaux, qui sont complexes, vont nécessiter beaucoup de collaboration et probablement de rabaisser un peu du côté de nos individualismes effrénés. Beaucoup de collaboration, et ça peut-être que le côté hyper héroïque n'est pas bien armé pour vraiment se mettre dans un état d'esprit de on a des problèmes, mettons-nous autour de la table, discutons malgré nos différences, malgré nos affrontements, malgré nos soupçons que l'autre n'a rien compris. Et là, je suis assez préoccupé de la grande incapacité de nos sociétés à dialoguer dans la différence, à débattre, à s'écouter, à rebondir, à considérer que nous pouvons tous être des épineux partenaires des problèmes et pas juste des héroïques pourvoyeurs de solutions. Mais parce que tu l'écris, aujourd'hui notre société donne une prime au rapport de force. Oui, c'est toute la stratégie trumpiste par exemple, mais pas seulement, c'est aussi cet appel à devoir se vendre soi en permanence. Se vendre soi en permanence, j'en comprends la logique, mais de fait, à un certain moment, ça finit par nous rendre assez peu sensibles à l'autre, aux problèmes de l'autre, aux lunettes mentales de l'autre, aux cultures de l'autre. Et je pense que sans cette capacité à s'imprégner de la diversité, nous aurons du mal à résoudre les nouveaux problèmes systémiques, globaux et complexes auxquels nous sommes confrontés. Et un de mes chevaux de bataille en ce moment, c'est entraîner le plus de monde possible à justement restaurer le dialogue, restaurer le débat. Et j'ai monté il y a 1 an et demi un outil ou un protocole de dialogue qui s'appelle Zigzag Zoom, avec avec un partenaire qui s'appelle Cyril Bombard et qui est un médiateur sociétal et qui est un entrepreneur d'une certaine façon de la médiation sur les territoires. On a monté ensemble cet outil de dialogue et nous avons nous en sommes à la 18e session. Il y a 140 personnes qui nous ont déjà rejoints dans une petite communauté qui ne cesse de croître. Et l'outil Zigzag Zoom, en gros, c'est sur une question clivante. Par exemple, le pass sanitaire inquiétant ou rassurant. De réunir 3 points de vue d'un côté, 3 points de vue de l'autre, donc 3 personnes oui, 3 personnes non, un petit public d'une 15aine de personnes, et ensuite le protocole est extrêmement cadré pour justement, d'une certaine façon, faire entrer dans une forme d'écoute et d'égalité de prise de parole. Chaque prise de parole oui et chaque prise de parole non dure chacune 4 minutes. Entre chaque prise de parole oui et chaque prise de parole non, dans le petit public, il y a la possibilité de poser 3 questions, 1 minute de questions, 1 minute de réponse, et on alterne. Et en fin de parcours, on fait un tour de table complet des présents, publics et participants, qui ont défendu une position, où on dit en 1 minute ce qu'on a retenu et ce qu'on a aimé dans le dialogue. Et donc là, c'est un exemple pour moi de protocole qui essaye d'affronter cette difficulté que nous avons aujourd'hui à sortir des controverses et à réellement rentrer dans des formats de dialogue. Les plateaux de télé, par exemple, pour moi, sont des côte à côte de prise de parole, mais qui n'ont pas le temps de rentrer dans des formes d'interaction, de dialogue. Ça n'a de débat que de nom, hein. Oui, je suis d'accord. Et c'est terrible. C'est terrible parce que ça rejoint un sondage qui est paru en juin dernier, qui nous dit, c'est effarant, que 90% des Français pensent qu'aujourd'hui, on ne peut plus débattre sans aller à l'affrontement ou rentrer dans du dialogue de sourds. C'est très préoccupant pour nos démocraties, mais c'est
très préoccupant aussi pour nos capacités à résoudre collectivement les problèmes. Donc le zigzag zoom crée une vraie éthique du dialogue. Permet d'expérimenter ça concrètement. Je dirais que c'est plus qu'une éthique, c'est faire l'expérience de ça concrètement. Il y a un formalisme quelque part qu'on peut retrouver juste pour ceux que ça intéresse. Tu vois, typiquement sur mes étudiants, leur donner l'occasion d'expérimenter ça. Je pense que c'est un moment, ça peut être un moment intéressant. Ah ben complètement. Nous avons des jeunes qui font partie là de la petite communauté des 140 et c'est très ouvert. C'est très ouvert au sens où toute profession est bienvenue, tout âge est bienvenu, tout genre évidemment est bienvenu, toute position sur les questions de fond que nous affrontons est bienvenue. Et bon, je peux t'envoyer la note technique qui permet de présenter aux participants le protocole. Je suis preneur. Voilà, donc je peux tout à fait te l'envoyer. Et il y a un site internet qui est en cours de constitution qui présente à la fois l'outil et la petite communauté. Et justement, alors ça peut me permettre de faire un lien aussi parce que tu as écrit sur la Trumpisation du monde et Donald Trump était c'est quand même pas un héros du dialogue justement. Il va à l'affrontement, il va au clash, il s'est construit aussi là-dessus. Pourquoi à un moment tu as trouvé que ce sujet Trump était intéressant et finalement c'est quoi maintenant que la poussière est un peu retombée sur le Capitole, quels enseignements tu t'en tires justement? Alors Trump, mon bouquin sur Trump a été publié avant mon bouquin sur le nouvel héroïsme, simplement parce que Trump était président des États-Unis. Oui. Mais d'une certaine façon, Trump n'est qu'une des multiples et innombrables études de cas que j'étudie dans le nouvel héroïsme. Je comprends. Il se trouve que dans mon corpus de traités de management, j'avais Trump bien avant qu'il soit candidat à la présidence américaine, tout simplement parce que dès les années 80, Trump a publié des bouquins de leadership, de développement personnel, qui ont été des best-sellers. Il a donné des conférences extrêmement chères, achetées et extrêmement suivies autour du leadership. Donc je l'avais dans mon corpus avant qu'il soit cette figure épineuse politique mondiale. Oui. Et donc, à un certain moment, j'ai fait une étude de cas spécifique sur Trump et un éditeur a été intéressé plus vite que par mon travail plus complet. Ah, puis c'était plus vendeur. À ce moment-là, c'était peut-être plus vendeur. Probablement, voilà. Et donc, effectivement, Trump est intéressant parce que il sature les critères de la matrice du héros au talon d'Achille près, qui est effectivement les capacités de coopération, de manière assez claire. Sauf que, quand même, Trump peut être extrêmement loyal avec son clan, ce qui est une forme de la coopération, la loyauté avec son clan. Et ça fait partie aussi des conseils qui circulent au-delà de Trump dans le monde du développement personnel, c'est-à-dire d'avoir un groupe d'appartenance avec lequel des formes d'interaction et de coopération peuvent être confiantes, ce qui ne veut pas dire évidemment qu'il n'y a pas une dimension de compétition parfois à mort avec les concurrents. Et effectivement, Trump peut être d'une violence absolument effarante, mais ce qui est intéressant, c'est que dès les années 80, il a théorisé la controverse comme un facteur de succès dans son business. Et le mot controversy est employé par lui dans un de ses bouquins, et il décrit de manière très très claire que semer la controverse est une manière pour lui de faire du business, de réussir dans son business. Et d'une certaine façon, c'est ainsi qu'il s'est attaqué à la présidence américaine, en semant plus encore que ses concurrents des sujets de controverse qui, premièrement, attiraient l'attention des médias sur lui, faisaient parler de lui, et deuxièmement, soudaient son camp. Oui. Et d'une certaine façon, moi, dès le départ, j'ai trouvé que les opposants à Trump, qui, d'une certaine façon, face à ces chiffons rouges que Trump leur tendait, qui fonçaient sur le chiffon rouge et qui
se scandaliser de Trump, d'une certaine façon, ont servi à faire monter la popularité de Trump. Et je pense que ça n'était pas la bonne stratégie de rentrer dans ces controverses, d'être encore plus trumpiste que Trump, en étant tout aussi controversant que lui, aussi clivant que lui. Ok, c'est super intéressant comme analyse. Je reviens quand même sur le sujet premier du cinéma, parce que pour le coup tu es même un cinéphile convaincu. Si justement on va essayer de réfléchir sur ces notions de manager héros, etc. C'est quoi le film à ton avis qui est le plus le plus symbolique, le plus pertinent là-dessus? Oh bah évidemment il y en a un paquet quand même. Oui. Mais par exemple beaucoup de managers que je peux croiser considèrent que Le Parrain de Coppola est un très grand film. Moi j'aime beaucoup le dernier Lincoln monté par Spielberg, Lincoln, que je trouve un film magnifique justement par la manière dont Lincoln, en situation de crise grave, puisque c'est la guerre civile américaine, sature les différents critères. Et de surcroît, ce qui est génial pour Lincoln, et je consacre à ce film un chapitre entier dans mon bouquin sur le nouvel héroïsme, ce qui est formidable avec Lincoln, c'est qu'au moment de la sortie du film, il y a eu des dossiers de presse que j'ai analysés de très près, et qui, d'une certaine façon, se coulent à de multiples niveaux dans la matrice du héros. C'est-à-dire que la présentation du comédien qui joue Lincoln, la présentation du Lincoln historique, le personnage historique, tel que les historiens en parlent, le personnage de fiction dans le film de Lincoln, de Spielberg, et enfin les bons conseils qu'on pouvait tirer à partir de Lincoln pour les leaders d'aujourd'hui, ces 4 discours appellent les 6 critères de la matrice du héros. Okay. Comme si l'espèce de fusion du comédien star, du personnage de fiction, du héros historique de l'histoire américaine, et enfin des leaders d'aujourd'hui fusionnés, les 4 fusionnés à travers 4 discours, 4 corps du héros, mais qui se ramènent structurellement à chaque fois à une saturation des 6 critères de la matrice du héros. Et j'ai trouvé ça si intéressant que j'en ai fait un chapitre, le dernier chapitre que j'ai appelé les 4 corps du héros dans mon bouquin. Ok, je vais tirer le fil. Je sais pas trop où je vais, mais je vais tirer un fil qui est que j'ai lu. Alors comment ça s'appelle ? Ça doit être L'homme aux 1000 visages. C'est le principe du voyage du héros par Joseph Campbell, qui en fait a théorisé. Alors je vais la faire courte. Théoriser comment faire une bonne histoire, un blockbuster. Il y a l'histoire. Enfin, il donne l'exemple notamment de Star Wars. Il décrypte la manière dont est scénarisé Star Wars avec 12 étapes clés dans le chemin du héros. Typiquement, le héros au tout début est un homme ordinaire comme vous et moi, puis il va se retrouver face à un défi qui va le faire sortir de sa zone de confort, etc. Trouver un mentor ou un coach, je sais pas, non, un mentor plutôt. Enfin, tout ça c'est ce qui fait aujourd'hui c'est des modes de scénarisation. Est-ce que justement tu as regardé un petit peu ça et comment tu peux faire le lien par rapport à tes analyses? Oui, alors Campbell est une excellente référence sur le sujet de la figure du héros avec ce livre Le héros aux 1000 visages que tu as cité, donc est évidemment un classique comme tu l'as très bien dit, du storytelling. Oui. Alors le storytelling, avant Campbell, il y a eu Propp, qui est un grand auteur qui a étudié les contes populaires et qui a montré comment les contes populaires suivaient
pareil que pour Campbell, des séquences finalement, et toujours un peu les mêmes séquences. Donc ça nourrit le storytelling au sens finalement d'une succession d'événements qui crée une narration finalement, la narration des différents événements que vit le héros. Là où moi je me distingue de l'approche de Campbell, c'est que je m'intéresse au fond au profil du héros. Je m'intéresse moins aux successions d'événements que suit le héros, mais plutôt au profil du héros, à l'ADN du héros, à l'identité du héros, engagé dans ces différents événements, ces épreuves, ces alliés qu'il va trouver, ces défis qu'il va surmonter. Et donc pour moi c'est assez complémentaire. D'un côté il y a le profil du héros un peu structurel, le héros occidental ou le héros moderne ou le héros hyper moderne dont j'essaye de cartographier l'ADN d'une certaine façon. Et puis évidemment que ce héros au cinéma mais aussi dans le storytelling des articles de journaux, de la publicité ou du management, les événements dans lesquels le héros est entraîné. Donc pour moi c'est très complémentaire. Là où je retrouve un peu la dimension de storytelling, c'est dans mon critère que j'appelle mission ou cadre de la mission. Donc c'est là que je retrouve un petit peu cette notion que pour se donner une mission, bah évidemment il y a un cadre que l'on suit, des objectifs que l'on poursuit. Ces objectifs ne sont pas faciles à atteindre et donc il y a des obstacles. On trouve des alliés, on rencontre des difficultés, on a des concurrences sur ce chemin. Donc je le retrouve dans un de mes 6 critères qui est le critère mission. Dans ta vie, tu as rencontré des vrais héros? Ah ben alors ça, alors spontanément comme ça, parce que j'ai jamais réfléchi à la question. Je sais, j'ai une question à la con, mais oui. Non, j'ai jamais. C'est marrant que tu me poses la question parce que vraiment, j'ai jamais réfléchi à la question. Et donc, comme ça, spontanément, je dirais non. J'ai pas rencontré de héros extraordinaires, non. Mais je suis sensible au fait que en permanence, je rencontre des gens qui ont plein de petites épreuves qui les rendent héroïques. C'est des personnes qui ont de multiples tâches privées et publiques et qui jonglent en permanence avec des emplois du temps difficiles. C'est évidemment les entrepreneurs qui à un certain moment connaissent des succès et connaissent des difficultés. Donc comme ça, spontanément, je dirais c'est un peu tout le monde aujourd'hui qui à un certain moment me touche par le fait que c'est pas facile aujourd'hui de réussir. Justement, on va arriver vers la fin, mais j'ai noté une chose, c'est déjà que t'as fait du mime. Alors ça, il y a un truc un peu improbable, hein, moi, pour moi. Mais, est-ce que justement pour les managers, pour les étudiants en management, le mime ou alors l'improvisation ou prendre des cours de théâtre, à ton avis, c'est un bon moyen pédagogique pour aller vers une meilleure version de soi? Alors, si je te réponds oui, tu ne vas pas être étonné. Ouais, non, Alors, je ne suis pas le seul à répondre oui, c'est-à-dire qu'évidemment que de très nombreux comédiens de par le monde depuis très longtemps donnent des cours de prise de parole dans les organisations. Donc, bien évidemment que ça fait longtemps que le théâtre, de manière très directe, influe sur le monde du travail et de la prise de parole en public. Un point intéressant à faire ressortir, c'est que les acteurs américains sont extrêmement affûtés pour être très très bons dans les signes extérieurs qu'ils donnent, dans le rôle, dans l'image extérieure qu'ils transmettent, mais qui sont aussi très très bons à travers l'Actors Studio, la méthode de l'Actors Studio, très très bons aussi dans le travail sur l'intériorité, sur la justesse, sur le sentiment intérieur, sur les motivations intérieures, ici et maintenant, sur la sensibilité du corps propre. Ils sont très très bons, pas seulement dans les signes extérieurs, mais très très bons dans une forme d'ingénierie de l'intériorité. Et ça, évidemment que ça a diffusé du côté de la société. Mais l'inverse est vrai, c'est-à-dire que tu connais évidemment Goffman, qui est un sociologue qui a beaucoup travaillé sur la mise en scène de soi.
évidemment que les sociétés aujourd'hui très médiatiques et les réseaux sociaux en rajoutent de ce côté-là, eh bien les sociétés médiatiques d'aujourd'hui nous exercent en permanence à devoir jouer des formes de rôles, mais de rôles sociaux, non plus au sens des comédiens de l'acteur studio, mais des rôles sociaux. Et d'une certaine façon, là, il y a une conjonction où à un certain moment, on ne sait plus quelle est la poule et l'œuf. Oui, et avec la réalité qui est que ce distinguo entre qui je suis vraiment, mon job, la représentation que je dois donner parce que j'ai un rôle dans l'entreprise, etc. Tout ça est dans un joyeux melting pot où effectivement on est souvent en représentation. Mais alors si je peux rajouter, mais pour être bon en représentation, il faut mettre aussi une part de soi, de passion, d'authenticité, de réalité, de ce qu'on est soi, et pas juste les signes extérieurs de la représentation. Parce qu'évidemment, nous sommes des animaux sociaux très sensibles. Quelqu'un en face de quelqu'un qui est on sent l'insincérité. On sent l'insincérité, ça marche plus. Ou on sent le truc. Et si on se met à sentir le truc, ça marche plus, quoi. Mais d'où, moi, ma position justement aussi sur le leadership, sur le management, c'est alors je sais pas si c'est une transparence, mais c'est une sincérité. Mais on retombe après sur les injonctions, c'est-à-dire que tu dis ok, il y a une mission, maintenant il faut que il faut que j'y croie pleinement et que je sois pleinement moi, mais ce qui peut être contradictoire par rapport à ma mission ou voilà, tout ça et pour moi c'est un comment dire, ça a été un vrai plaisir de lire ça et de poser des mots sur des choses qu'on vit tous en fait. C'est être, on est tous dans ces trois injonctions paradoxales. C'est et alors je l'ai redit parce que je pense qu'il faut, ça se martèle, hein, l'art de la pédagogie, c'est l'art de la répétition. Mais voilà, c'est être à la fois avec les autres et quelque part contre les autres, être soi, vraiment soi, au plus profond de soi, mais en même temps être dans un jeu social avec les autres, et puis respecter le cadre tout en faisant péter le cadre. Voilà, ça c'était un peu vulgaire, mais ça donne bien l'idée. Et alors ça résout rien, mais le fait de poser des mots sur cette matrice là permet de mieux comprendre aussi les tiraillements qu'on peut avoir les uns et les autres. Voilà. Olivier, tu ne vas pas y couper. Il y a toujours 7 dernières questions à la colle, inspirées. Alors quelqu'un me l'a demandé l'autre jour. C'est inspiré du questionnaire que donnait Bernard Pivot à la fin d'Apostrophe. J'ai sabré 2-3 trucs pour pas que ce soit trop long non plus. Et puis il y avait des questions un peu qui me plaisaient moyennement, donc j'en ai retenu que 7. Dis-nous, quel est ton mot préféré? Dialogue. Dialogue, c'est cohérent par rapport à ce qu'on s'est dit jusque-là. Le mot que tu détestes? Tartufferie. Oh, tartufferie. Donc là, on part dans du Molière. Alors pourquoi tartufferie? Ben, alors là, c'est très personnel. Hein. C'est vrai que j'aime bien les personnes qui, d'une certaine façon, alignent leurs valeurs, leurs actes et leurs paroles. Et pour ça, le contre-exemple pour moi, c'est vraiment le Tartuffe de Molière. Mais comment tu fais pour éviter de devenir misanthrope alors, pour rester dans la référence? Ah bah, le misanthrope, il est dans une forme de désillusion complète. J'espère que ça ne m'arrivera jamais, mais pour l'instant, j'ai pas traité ce problème-là. Ok. Le son ou le bruit que tu aimes? Oh, la musique. J'aime écouter la musique. Toutes les musiques? Oh oui, très diverses. Hein. Je peux aimer un rap, je peux aimer la sonate au clair de lune, et je peux aimer des ragas, beaucoup aimer des ragas indiens.
Ok, d'accord. Donc on passe de Debussy à je sais pas quoi. D'accord. J'ai pas les références en rap, mais bon. Ou Beethoven. Ou, voilà. Tiens, alors question qui est pas du tout sur les 7 dernières, mais c'est quoi la meilleure bande originale de film? Ouais. Oh, alors là, celle du Parrain est pas mal quand même. Ouais. Et pour le coup, c'est devenu un classique, ça c'est vrai. Ah bah ouais, quand même. Le son ou le bruit que tu détestes? J'aime pas les bruits de voiture. J'en fais pas une généralité au sens où je suis pas forcément anti-voiture, mais j'utilise peu quand même la voiture et j'aime pas les bruits de voiture. Bon, avec l'électrique maintenant, ça va se réduire. Ton juron, gros mot ou blasphème favori? Alors là évidemment c'est une question difficile. Mes enfants m'entendent parfois dire putain de shit, de fuck de merde. C'est bon ça. Ça a le mérite d'être original au moins. Mais je prends, je trouve ça parfait. La citation que tu aurais aimé avoir prononcée ou une phrase inspirante. Là aussi c'est comme les films, il y en a beaucoup selon les époques, mais pour faire un petit clin d'œil avec ce que je te dis tout à l'heure, c'est-à-dire que j'ai toujours fait un peu des pas de côté par rapport aux situations installées, faire du théâtre quand j'étais HEC, quitter le monde de l'entrepreneuriat pour faire de la philosophie de la communication, à l'intérieur de la recherche, réinvestir le monde du théâtre et du cinéma. Une citation que j'aime beaucoup et qui probablement doit accompagner les pas de côté quand on en fait, c'est le sage respire par les talons. Oh la vache, prenez une feuille, vous avez 2 heures. Le sage respire... C'est très physique en même temps. Le sage respire par les talons, alors c'est taoïste d'origine, je sais plus honnêtement si c'est Lao Tse ou Chuang Tse qui l'a dit. Donc c'est taoïste et c'est une manière de rappeler que la sagesse c'est pas juste la tête ou l'intellect ou même les émotions et le cœur, mais c'est aussi d'une certaine façon être ancré dans une forme de terre, quoi. Le talon, le sage respire par les talons, c'est aussi l'ancrage dans la terre, dans la plante de pied, qu'il vaut mieux ne pas perdre quand on fait trop de pas de côté. Ok, d'accord. Alors je sais pas du tout, et j'ai un esprit vraiment tortueux, mais me vient une autre question qui n'a rien à voir, qui est si t'avais à donner le pire bouquin de management et le meilleur bouquin de management. Donc celui qu'il faut absolument pas lire et celui qui est la Bible. Alors quand je demande à mes élèves d'aller chercher des traités de management de leur choix pour illustrer des scènes de cinéma et parler de scènes réelles de management qu'ils ont vécues, je leur dis mais surtout n'allez pas chercher les pires traités de management. Trouvez les traités de management qui vous tirent vers le haut. Et allez pas chercher le truc qui vous fait hurler. Et donc moi-même je n'en ai pas parce que d'une certaine façon je les ai tu les as écartés déjà. Je peux pas les voir quoi. Même à la limite Trump a des chapitres où il met en avant le mot passion. Eh bien d'autres traités de management mettent en avant l'importance de la passion dans le leadership. Donc même Trump d'une certaine façon n'est pas sur ce plan-là à caricaturer du côté des imbéciles absolus du leadership. Donc non, je ne répondrai pas à ta question des pires traités. Et le meilleur. Et puis alors les meilleurs, après là aussi il y en a beaucoup, hein, mais bon voilà, s'il y en avait un, moi j'aime beaucoup un bouquin qui s'appelle Defining Moments. Les moments structurants, defining, c'est-à-dire qui vous définissent d'une certaine façon dans votre être. Defining Moments, qui est un bouquin de Badaracco, qui, si ma mémoire est bonne, est un prof à Harvard, je crois. Ok. Et qui est une étude très qualitative. Je crois qu'il arrive à faire un bouquin avec 6 études de cas de leaders qu'il a interviewés et que je trouve être un très beau bouquin. Je mettrai le lien vers tous les ouvrages, vers tes ouvrages qu'on a évoqués. Tout ça sera là dans la description du podcast. Et la dernière question,
Si Dieu existe, qu'aimerais-tu, après ta mort, l'entendre te dire? Bienvenue. Ouais, voilà, un truc welcome, friendly welcome. Olivier, il me reste à te remercier beaucoup du temps que tu nous as consacré. C'est éclairant. J'invite tout le monde à lire donc Le Nouvel Héroïsme, sous-titre Puissance des imaginaires. Voilà. De toi à moi, il y a 2-3 passages, faut s'accrocher un petit peu, mais ça amène à la réflexion et comme dit, ça met en exergue tellement de choses qu'on vit au jour le jour que ça mérite vraiment le détour. Un grand merci, Olivier. Mais merci à toi de tes questions qui m'ont fait rebondir, réfléchir. Donc merci de cette conversation. Bye bye. Salut. Bravo, vous avez tenu jusque-là. Merci de votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le sur les réseaux sociaux, allez mettre 5 étoiles et des commentaires sur les plateformes de podcast. Abonnez-vous à notre newsletter. Et dans tous les cas, à très bientôt pour un prochain épisode de La Colle. Et n'oubliez pas, tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais.